Depuis plus de 15 ans, il répare l'intimité mutilée des femmes de la République démocratique du Congo. Le docteur Denis Mukwege est un gynécologue spécialisé par la force des choses dans la chirurgie réparatrice. Le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov 2014 pour la liberté de l'esprit. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Bruxelles à l'hôpital Saint-Pierre, un établissement solidaire de sa mission médicale et éthique. Denis Mukwege, merci d'être avec nous. Ce prix Sakharov, c'est loin d'être la première distinction que vous recevez. Beaucoup d'autres l'ont précédé. Mais à quoi est-ce qu'ils servent ces prix, ces médailles, quand, comme vous, on est confronté quotidiennement à ce que l'homme peut faire de pire? Nous avons besoin de cette solidarité des États européens pour combattre un mal qu'on a vu venir au Congo. Mais aujourd'hui, le viol avec violence sur les femmes en période de conflit a tendance à se généraliser. Et je pense que c'est extrêmement dangereux d'utiliser cette arme qui est une arme qui détruit notre humanité commune. Plus de 40 000 femmes et fillettes ont été soignées dans votre hôpital depuis que vous l'avez ouvert, il y a 15 ans. De quoi sont-elles victimes? Ce sont des femmes qui ont été violées, souvent en public, devant leurs maris, devant leurs enfants. Mais après ces viols qui est collectif, ça s'est fait suivre par des tortures qui portent sur l'appareil génital. Et les femmes qui viennent nous voir, c'est puisqu'en fait, elles ont des blessures graves au niveau de l'appareil génital. Et ces actes sont parfois commis avec un sadisme surréaliste, avec des pieux, des tessons de bouteilles, des canons de fusil. Qui commet ces atrocités et pourquoi? Malheureusement, au Congo, nous avons dans sa partie orientale, il y a beaucoup de groupes armés qui viennent du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda. Et à ces groupes armés s'associent également de jeunes qu'on appelle des Maï-Maï, qui sont des groupes armés locaux, mais qui subissent tous un lavage des cerveaux pour détruire. Et en fait, ils détruisent les communautés pour les faire partir de leur terre et occuper ces terres et les exploiter. Alors vous venez de parler du Kivu, c'est cette région de l'Est de la République démocratique du Congo où sévit la violence depuis plus de 20 ans. Il y a des bandes armées qui s'affrontent pour contrôler des parcelles, mais pourquoi? Parce qu'il y a des richesses naturelles sur ces parcelles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces richesses et quel est le lien avec le drame des femmes du Kivu? En fait, cette partie du Congo est très riche en minerais stratégiques, et spécialement le coltan, le cassitérite, et ces minerais sont utilisés dans tous les gadgets électroniques qui sont très demandés. Et de ce fait, en fait, ces bandes armées, lorsqu'ils occupent les territoires, ils deviennent propriétaires non seulement du sol, mais du sous-sol qu'ils exploitent à leur gré. Et je peux dire que cette façon de détruire en fait la femme, s'attaquer à l'appareil génital de la femme et le faire de façon spectaculaire en public devant tout le monde, c'est une façon de terroriser les communautés. Et l'autorité de l'État dans tout ça? Il y a quand même l'armée qui est sur place, il y a une force des Nations Unies qui compte plus de 20 000 hommes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous complices? Ce que nous pouvons constater, c'est que 12 ans après la signature des accords de paix, le gouvernement n'a jamais eu le contrôle en fait de ces territoires. Ces groupes armés tuent, violent, détruisent, alors que l'armée nationale est supposée protéger la population, mais cette protection, les femmes et les enfants attendent toujours. La présence des Nations Unies, j'ai toujours pensé que les Nations Unies peuvent aider à construire la paix, mais il sera très très difficile de mettre un soldat des Nations Unies derrière chaque femme ou chaque bébé, puisque ces viols concernent même les bébés. Mais est-ce que les auteurs de ces agressions sont jugés? Est-ce qu'ils sont poursuivis? Est-ce qu'il y a une justice au Kivu? Malheureusement, je dois dire qu'il y a une impunité totale. Certains, ou plutôt certaines, parce que ce sont surtout des femmes, appellent à la création d'un tribunal pénal international pour l'Est du Congo, pour en finir avec cette impunité. Est-ce que vous soutenez cette demande? Non seulement je soutiens, mais j'ai même signé une pétition en faveur d'un tribunal
pénal international pour le Congo, parce qu'on parle des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées. On ne peut pas continuer à dire des chiffres comme ça sans pouvoir amorcer un processus qui permet à ce que la vérité soit connue et que la justice soit faite. Le monde aujourd'hui peut tracer une ligne rouge pour dire, dans les conflits armés, plus jamais utiliser les femmes comme champ de bataille, et si quelqu'un le faisait, qu'il soit mis au banc de l'humanité. Vous avez vous-même été victime d'une tentative d'assassinat, c'était il y a 2 ans chez vous. Suite à ça, vous vous êtes exilé en Belgique, mais au bout de 2 mois, vous avez décidé de rentrer et de rester, même si vous avez 5 enfants, même si vous continuez à recevoir des menaces. Vous ne concevez pas la vie ailleurs qu'au Kivu? Les femmes congolaises se sont mobilisées. Elles ont d'abord commencé par écrire à toutes les autorités, depuis le secrétaire général des Nations Unies, le président de la République, en demandant que je puisse retourner et que si ils ne peuvent pas assurer ma sécurité, elles vont elles-mêmes assurer ma sécurité, mais elles veulent absolument que je retourne au Congo. Jusque-là, je m'étais dit, bon ben, ça c'est peut-être l'émotion. Mais 1 mois après, quand elles ont vu qu'il n'y avait pas de réaction, ces femmes ont commencé à s'organiser et chaque semaine, elles venaient avec des produits de leur récolte qu'elles vendaient à l'hôpital pour qu'ils payent mon billet retour. Et là, j'étais très touché parce que je m'étais dit, mais c'est quelle force! Ce sont des femmes qui vivent avec moins d'$1 par jour, mais qui sont capables de se mobiliser pour que je puisse retourner. Et là, vraiment, quand j'ai mis dans la balance, je crois qu'elles avaient pesé lourd, puisque je m'étais dit, de toute façon, ma vie seule ne vaut pas plus que la vie de ces milliers de femmes. Donc, j'ai pris la décision de retourner. Mais alors, pourquoi ne pas aller au bout de votre engagement et ne pas vous consacrer réellement à la politique? Parce que tant que ce combat politique ne sera pas gagné, les victimes continueront d'affluer dans votre hôpital. Malheureusement, effectivement, ce que je vis au bloc opératoire, quand je vois les bébés blessés et dans cet état, effectivement, ça me révolte. Et je me dis, ça, c'est pas possible. C'est comme ça que j'ai décidé de dénoncer. Mais entre dénoncer et jouer un rôle politique, il y a un chemin à faire et on n'y est pas encore. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous fait garder le sourire? Ce sont les femmes. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu que, en soignant une patiente, je suis moi-même désespéré. Je me dis, mais comment elle pourra se remettre debout? Mais ces femmes, elles ne se mettent jamais debout pour elles-mêmes, mais elles se mettent debout pour leurs enfants, pour leurs familles. Et je pense que nous avons beaucoup de leçons à prendre auprès de ces femmes. Denis Mukwege, prix Sakharov 2014, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne chance. Merci. Merci.